Bien, nous allons corriger l'exercice de bac d'Amérique du Nord du 28 mai 2019. Alors, très important, dans cet exercice, sauf mention contraire, les résultats sont arrondis à 10-3 près. Donc voilà, on va se rappeler, donc il faudra mettre 3 décimales de précision. Alors, une usine fabrique des tubes, il y a 2 types de tubes. Et dans la première question, donc, un tube de type 1 est accepté au contrôle si son épaisseur est comprise entre 1,35 et 1,65 mm. Par la suite, x, c'est la variable aléatoire qui concerne les tubes 1 et qui associe donc son épaisseur exprimée en millimètres. Donc il faut faire toujours très attention entre les données de l'énoncé qui peuvent avoir certaines unités différentes de l'unité de x. Donc ici c'est tranquille, c'est la même unité, sinon il faut faire la conversion. Ça arrive souvent lorsque grand X par exemple peut être exprimé en minutes et puis qu'on demande une probabilité sur des heures. Bon bah la probabilité sur les heures, il faut faire la conversion pour l'avoir en minutes puisque grand X est en minutes. On suppose que la variable aléatoire grand X suit une loi normale d'espérance 1,5 et d'écart type 0,07. Donc on nous demande de calculer la probabilité que le tube soit accepté au contrôle. Donc c'est marqué que le tube est accepté si l'épaisseur est comprise entre 1,35 et 1,65. Donc on écrit ici, on nous demande de calculer la probabilité donc que grand X soit compris entre 1,35 et 1,65. Alors on va utiliser sa calculatrice. On pourrait aussi se ramener ici à une loi normale centrée réduite en retirant l'espérance et en divisant par l'écart type et regarder éventuellement dans les tables dont nous disposons. Mais ici on a la calculatrice, donc c'est quand même plus pratique. Donc on va faire seconde distrib et choisir donc la deuxième, puisque je rappelle la première c'est la densité de la loi normale, c'est la fonction de densité, donc c'est celle qui nous permet d'avoir la représentation graphique de la courbe en cloche, si vous vous rappelez. Le 2, ça permet de calculer des probabilités autour de la loi normale. Et la 3, ça nous donne la valeur de petit a pour laquelle P de x inférieur à égale à une aire donnée. Donc ici, c'est la 2. Donc on veut que grand X soit compris entre 1,35 et 1,65. Alors la moyenne, ça y est, je ne me rappelle plus, c'était 1,5 et l'écart type 0,07. Je vérifie encore une fois, oui. Donc je colle et je calcule et on obtient 0,96. Alors on peut choisir 968 pour arrondir au plus proche, mais c'est 3 décimales de précision, c'est 10-3, donc on aurait pu aussi choisir 0,967 même si c'est moche. 0,968 à 10-3 près. Voilà, donc cette question n'était vraiment pas difficile du tout. Question suivante. Donc l'entreprise, elle décide d'améliorer la production. Donc on a une nouvelle variable aléatoire x1, toujours pour les tubes 1. Donc ça associe toujours l'épaisseur, donc rien ne change, sauf que x1, on a moins d'informations que tout à l'heure. On connaît juste son espérance, 1,5, et son écart type, on ne connaît pas, on le note sigma 1. Donc probablement qu'on va nous demander de calculer sigma 1. Ils disent voilà, on prélève au hasard et déterminer une valeur approchée à 10-3 près de sigma 1 pour que la probabilité que ce tube soit accepté au contrôle soit égale à 0,98. Ça veut dire que d'après l'énoncé, on sait... Alors qu'est-ce qu'on sait?
on sait que la probabilité que le tube soit accepté est égale à 0,98. Alors c'est quoi la probabilité que le tube soit accepté? Si vous vous rappelez, c'est que son épaisseur soit comprise entre 1,35 et 1,65. Hein, c'est écrit au-dessus. Donc ça, on sait que cette probabilité vaut 0,98. Alors maintenant, grâce à cette information, il faut en déduire sigma 1. Donc c'est assez classique. Il faut toujours se ramener, dans ce cas-là, quand on cherche soit la moyenne ou soit l'écart type, ou les deux des fois, on se ramène à une loi normale centrée réduite à partir de l'information qu'on a ici. Donc on va transformer de proche en proche notre information. Donc on va d'abord la moyenne, c'est-à-dire 1,5. Alors il nous le proposait dans l'énoncé. Quand on regarde, on pourrait utiliser la variable aléatoire z qui suit la loi normale centrée réduite à image. Là, il donne la solution, donc il n'y a plus tellement d'intérêt. Il suffit de suivre la démarche. Donc 1,35 auquel je retire 1,5 et je vais diviser par sigma 1 que je ne connais pas, mais que je cherche. Alors ici on a grand x1, donc on retire 1,5 et on divise par sigma 1 et on fait pareil de l'autre côté, 1,67, on retire 1,5 et on divise par sigma 1. Donc cette probabilité, donc elle vaut toujours 0,98, elle n'a pas changé. Alors on peut simplifier un petit peu. 1,35 moins 1,5, ça va nous donner moins 0,15, toujours sur sigma 1, qui est inférieur donc à x1 moins 5 sur sigma 1, et 1,65 moins 1,5, ça va nous donner 0,15, donc exactement la même chose, mais positif. Enfin, signe contraire, mais positif parce que l'écart type est positif. Donc ça nous donne toujours 0,98. Maintenant, on va sortir le cours. Alors, c'est vrai que c'est redonné dans l'énoncé, donc on pourrait dire que l'énoncé nous donne ce résultat-là, mais c'est pas tout le temps que l'énoncé nous donne ce résultat-là. Donc nous, on va faire comme si on n'avait pas cette information. Donc on sait que grand X1 suit une loi normale de moyenne 1,5 et d'écart type sigma 1. Donc, d'après le cours, grand Z qui est égal à donc x1 moins 1,5 sur sigma 1, et bien grand Z suit lui une loi normale centrée réduite. Ainsi, donc on va recopier cette probabilité-là, mais au milieu, on va marquer, bien sûr, grand Z. Alors là, c'est intéressant parce que on a quand même une probabilité de grand Z compris entre deux valeurs qui sont opposées. Donc on va pouvoir utiliser la calculatrice. À l'aide de la calculatrice, on obtient, donc on va pouvoir avoir la valeur de 0,15 sur sigma 1. Alors c'est important d'avoir ici cette valeur et cette valeur, elles doivent être opposées, forcément, sinon on ne peut pas utiliser la calculatrice. La calculatrice nous donne le résultat que si on a P de Z compris entre moins petit a et petit a. Alors on y va, on va utiliser notre machine, donc dans les distributions, et cette fois-ci on va obtenir inv normal, on en a parlé tout à l'heure, c'est quand on a une aire donnée, ici l'aire c'est 0,98, puisque dans ce chapitre l'aire et la probabilité c'est la même chose. Donc la moyenne c'est 0 et l'écart type c'est 1, c'est la moyenne et l'écart type de la loi normale centrée réduite, et c'est pour ça, donc je reviens sur notre calcul, donc l'intérêt
de se ramener à une loi normale centrée réduite, bah, c'est qu'on connaît sa moyenne et son écart type. Donc on peut utiliser la machine. Parce que la machine, elle en a besoin, vous voyez bien. Ici, elle nous demande la moyenne et l'écart type. Or, si on le faisait tout à l'heure, en utilisant donc l'information de tout à l'heure, bah, on était coincé, puisque ici, on ne connaît pas sigma, puisque c'est ce qu'on cherche. D'où l'astuce de se ramener à une loi normale centrée réduite. Donc ici, il faut absolument choisir centré. Donc c'est que lorsqu'on a une information du type P2Z compris entre moins A et A, si on a une information du type P2Z plus petit que A, il faudra choisir gauche. Et si on a une information du type P2Z plus grand que A, il faudra choisir droite. Ce qui correspond tout simplement à la représentation graphique de l'air. Hein, gauche, quand on a P2Z plus petit que A, on a Z plus petit que A, donc on est à gauche de A. Hein, voyez. Donc ici c'était centré et collé. On obtient donc là il nous donne le couple de valeurs, hein, il nous donne moins A et A. Donc nous ce qui nous intéresse c'est la valeur de droite ici, puisqu'on a déjà commencé à écrire 0,15 sur sigma 1, donc qui est égal, on peut mettre un environ, hein, mais bon, on va travailler à 10-3, donc on va marquer à 10-3 près. Donc on a dit 2,320, je ne me rappelle plus, 326 on peut prendre, hein, à 10-3 près. Donc sigma 1, on va pouvoir en déduire sa valeur. Sigma 1, bah, ça va être 0,15 sur 2, donc 0,15 divisé par 2,326. Donc 0,064. 0,064, toujours à 10-3 près. Voilà pour la réponse à la question B. Donc c'est un classique. Alors poursuivons avec la question 2. Donc cette fois-ci, on parle des tubes de type 2. Donc il est dit conforme pour la longueur lorsque celle-ci, toujours en millimètres, appartient donc à l'intervalle 298-302. Donc on ne veut seulement que 2% de tubes non conformes pour la longueur. On souhaite décider si la machine de production doit être révisée ou pas. Pour cela, on prélève au hasard dans la production de tubes de type 2 un échantillon de 250 tubes pour lesquels 10 tubes se révèlent être non conformes. Donc là, c'est typique du test. Donc là, ça sent l'intervalle de fluctuation. Alors, ils sont gentils, ils nous le donnent. Donner l'intervalle de fluctuation asymptotique à 95% de la fréquence des tubes non conformes pour la longueur dans un échantillon de 250 tubes. Eh bien, on va commencer notre rédaction. Donc, on est en présence d'une expérience aléatoire à 2 issues possibles. Donc le tube est conforme ou son contraire, qu'on répète. Donc ici on dit qu'on a prélevé un échantillon de 250 tubes. Donc on la répète 250 fois. On répète 250 fois. Donc ce sera la valeur de n. On peut l'écrire tout de suite. Qu'on répète n égale 250 fois. De façon indépendante. Point. Ceci constitue un schéma de Bernoulli, soit, je vais l'appeler grand Y
la variable aléatoire représentant le nombre de tubes non conformes, alors grand Y suit une loi binomiale de paramètres N et P, on va écrire N et P, avec P égale, eh bien, c'est donné dans l'énoncé, puisqu'ils nous disent que le cahier des charges établit que dans la production de tubes de type 2, une proportion de 2% de tubes non conformes est acceptable. Donc on imagine qu'il y a 2% de tubes non conformes. Alors là, je suis en train de... Si P égale 0,02, il faut que je relise l'énoncé. On veut donc l'intervalle de fluctuation conforme, donc il faut que je compte les tubes non conformes, représentant le nombre. Oh oui, bah c'est bien ce que j'ai dit, je déraille. Je croyais que j'avais compté le nombre de tubes conformes, mais non, je compte bien le nombre de tubes non conformes. Donc P, c'est la probabilité qu'un tube soit non conforme, c'est bien 2%. Si jamais j'avais compté le nombre de tubes conformes, eh bien P aurait été égal à 0,98, bien sûr. Mais ça nous aura donné un intervalle de tubes conformes, c'est pas ce qu'on voulait, c'est un intervalle de fluctuation de tubes non conformes. Donc là, j'ai bon, comme dirait l'autre, avec P égale donc 0,02. Alors maintenant qu'on a ceci, il faut vérifier qu'on est bien dans les conditions d'application du théorème de l'intervalle de fluctuation. Donc, on a N, il vaut 250, donc il est bien supérieur à 30. De plus, N fois P vaut 250 multiplié par 0,02, ce qui nous donne 5. Bon, on est tout juste, hein. Ainsi, NP est supérieur ou égal à 5, puisqu'il est égal à 5. Et N facteur de 1 moins P, c'est donc 250 multiplié par 0,98. Et bien, ça va nous donner 245. Ainsi, pour N facteur d'1 moins P, il n'y a pas de problème, on est bon. Et pour l'autre, on était tout juste. Point. Donc, d'après le cours, l'intervalle de fluctuation asymptotique. Donc là, vous recopiez l'énoncé en fait. Hein. L'intervalle de fluctuation asymptotique à 95%, pas besoin de le connaître par cœur, de la fréquence des tubes non conformes pour la longueur est... Donc en fait, cet intervalle, il concerne grand Y divisé par N, hein, parce que c'est la fréquence. Alors on l'appelle I. Hein. Alors il faut se rappeler de la formule de cours, c'est P moins 1,96. Et après on multiplie par racine carrée de P facteur de 1 moins P. Et on divise par, si vous vous rappelez, racine carrée de N. Et on fait la même chose de l'autre côté, c'est P plus la racine carrée. Voilà, donc on va faire ce calcul avec la machine. Donc P, on a dit que c'était 0,02 moins 1,96 multiplié par la fraction, donc racine carrée de P fois 1 moins P, divisé par racine carrée de N, c'est-à-dire 250. Ça, c'est la première valeur. Je copie-colle. Je mets un plus. Donc, ça nous donne 0,00. Alors, je vais l'étendre un petit peu. Hein, donc, double 0,2.
Et ici, j'obtiens 0,037. Donc j'aime bien l'étendre un petit peu. Donc je vais prendre plutôt 0,038 pour avoir l'intervalle un peu plus large. Pour pouvoir dire de façon certaine, il y a au moins 95%. Pour avoir exactement 95% des valeurs, il faudrait prendre toutes les décimales. Donc si j'arrondis, j'ai plus exactement 95%. Donc pour être précis, pour pouvoir dire quelque chose, parce que si on arrondit mal, on ne peut rien dire. Donc pour pouvoir dire j'ai au moins 95%, je vais prendre un intervalle un peu plus grand. Donc c'est pour ça qu'ici j'arrondis par défaut et ici j'arrondis par excès. Donc I est égal à ceci, donc on va marquer toujours à 10-3 près. Près. Voilà votre intervalle de fluctuation. Donc on peut dire que dans, c'est pas demandé, hein, mais dans, alors je marque plus 2 hein, à cause de l'approximation qu'on a fait. 95% des cas, la fréquence, donc Y sur 250, appartient à l'intervalle qui est ici. Voilà. Et enfin, question classique, décide-t-on de réviser la machine ou pas? Donc, on voudrait savoir si la fréquence obtenue est correcte ou pas. Donc, il faut relire l'énoncé. Il est écrit qu'il y a 10 tubes qui se révèlent être non conformes. Alors, on obtient dans l'échantillon une fréquence de F égale donc 10 tubes non conformes sur 250, ce qui nous fait 1/25e, soit 0,04. Alors, est-ce que cette fréquence appartient ou non à I? Eh bien sûr que la fréquence n'appartient pas à I, puisqu'on voit bien que 0,04, c'est un petit peu au-dessus de 0,038. Donc, on a dépassé I. Donc, il y a un problème. Donc, ce n'est pas normal. Donc, si ce n'est pas normal, effectivement, on peut décider de réviser la machine ou de faire autre chose. Enfin, il faut faire quelque chose. Dans le monde de l'industrie, il ne faut pas laisser les choses en l'état. Donc, on va dire tout simplement ici que 0,04, il n'appartient pas à notre intervalle I. Il faut donc réviser la machine, puisque c'est ce qu'il nous propose, c'est la seule possibilité qu'il nous donne. C'est notre marge de manœuvre, la révision de la machine. Bien, on va passer à la partie B, qui est une partie plus classique qu'on a fait au début de l'année. Donc ici, on nous donne un certain nombre d'informations et voilà. Il va falloir compléter l'arbre. C'est la première question de l'exercice. Recopier et compléter entièrement cet arbre. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Alors qu'est-ce qui est intéressant? Tout ça, c'est pas intéressant. Voilà. Alors on va pouvoir écrire ici. 96% des tubes de type 2 ont une épaisseur conforme. Alors si vous vous rappelez, on écrivait la phrase de l'énoncé. Et suite à cela, on écrivait la probabilité. Donc on cite l'énoncé. Donc on écrit d'après l'énoncé, entre guillemets, 96% des tubes de type 2 ont une épaisseur conforme. Donc ça nous donne P2. Alors il faut regarder un petit peu les lettres qui ont été données. Épaisseur conforme, c'est E. Donc P de E égale 0,96. Parmi les tubes de type 2, donc on travaille toujours de toute façon parmi les tubes de type 2 dans cette question, donc ça devient un peu inutile de le redire. Parmi les tubes de type 2 qui ont une épaisseur non conforme,
95% ont une longueur conforme. Donc il faut citer l'énoncé. D'après l'énoncé, parmi les tubes qui ont une épaisseur conforme, 95% ont une longueur non conforme, fermez les guillemets, et l'on écrit la probabilité que ça va nous donner. Je vais l'écrire ici, parce que j'ai plus trop de place. Donc c'est parmi les tubes qui ont une épaisseur conforme. Donc on le sait que les tubes ont une épaisseur conforme. Donc on s'imagine qu'on va piocher dans un tas formé uniquement de tubes d'épaisseur conforme. Donc on le sait. Donc c'est sachant sachant que le tube a une épaisseur conforme. Donc sachant cela, eh bien la probabilité que la longueur soit conforme, c'est 95. Donc c'est P de L qui vaut 0,95. Bien, après, la dernière information, 3,6% des tubes de type 2 ont une épaisseur non conforme et une longueur conforme. Donc la conjonction de coordination est associée à l'intersection. Donc la troisième information de l'énoncé, c'est P2. Alors épaisseur non conforme, c'est E bar. Et, donc c'est inter. Une longueur conforme, eh bien c'est L. Donc ça, on sait que ça nous donne 0,036. Voilà les trois informations de l'énoncé. Donc à l'aide de ces informations, on va commencer par compléter l'arbre. Donc ici, on peut mettre 0,96. Ici, c'est le complémentaire, donc 0,04. Alors sur cette branche, j'ai P de L sachant E. Donc ça, je la connais, c'est 0,95. Donc ici, c'est 0,05, son complémentaire à 1. Alors attention, ici, c'est P de L sachant E bar, que je n'ai pas. Donc il va falloir que je la calcule. Donc là, il va falloir rédiger en marquant, on a P de L sachant E bar, d'après le cours, c'est P de L inter E bar sur P de E bar. Alors il se trouve qu'on connaît tout le monde. P de L inter E bar, on l'a d'après l'énoncé. E bar inter L, L inter E bar, c'est la même chose. Donc c'est 0,036 divisé par P de E bar, donc on a vu c'était 0,04. Donc il faut faire cette division. 9 fois 4, 36, ah bah ça se tombe bien. Donc ça fait 0,9. Bon, on fait à la machine sinon. Donc ça nous donne 0,9 et son complémentaire à 1, 0,1. Donc là nous avons complété l'arbre pondéré. Alors c'est important de ne pas compléter l'arbre en marquant uniquement les probabilités comme je viens de faire. Il faut écrire d'où ça vient. Donc, je vous rappelle, vous citez la phrase de l'énoncé, qui est ici, vous la citez entre guillemets, et vous en concluez sur la probabilité. Donc, vous faites ça autant de fois qu'il y a d'informations dans l'énoncé. Après, vous complétez tout ce que vous pouvez, puis ici, bah, il y avait un petit calcul à faire, ça arrive. Donc là, il fallait faire le petit calcul pour terminer de compléter l'arbre. Montrer que la probabilité de L est égale à 0,948. Alors, on peut écrire, hein, d'après le théorème des probabilités totales, P de L égale, vous pouvez marquer d'après le cours, hein, si vous ne vous rappelez plus de son nom, P de L, alors on va le détailler un petit peu, P de L inter E plus P de L inter E bar. Alors P de L inter E, je crois qu'on l'a déjà calculé, ou c'est non, c'est le deuxième, c'est P de L inter E bar, donc je vais le marquer tout de suite. 0,036 et P de L inter E, bah, c'est tout simplement P de L sachant E multiplié par P de E,
Donc je rappelle toujours qu'il y a deux possibilités. On pouvait dire P de L sachant E fois P de E comme on vient de le faire, mais on pouvait dire aussi P de L fois P de E sachant L. Alors laquelle des deux formules choisir? Eh bien c'est tout simplement l'arbre qui va nous dicter ça, puisque dans l'arbre on a bien P de L sachant E, et non pas le contraire. Donc c'est les données de l'énoncé qui nous permettent de déterminer ce qu'on va prendre. Donc il suffit de le calculer. P de L sachant E c'était 0,95. P de E c'était 0,96 plus 0,036. Alors 0,95 fois 0,96. Si on essaie de le calculer de tête, en fait, il faut le voir comme 1 moins 0,05 fois 1 moins 0,04. Ce qui est plus facile à faire. Donc ça fait 0,91 plus 5,4, ça doit faire 0,912 plus 0,036. Et donc à la fin, on obtient 0,948. Voilà pour cet exercice de probabilité. Vous voyez, il n'était pas très long. Il n'y avait pas tellement de calculs difficiles à faire. Finalement, la seule chose qui était un peu délicate, c'était de pouvoir réciter son théorème sur l'intervalle de fluctuation asymptotique. Bon. Mais quand on connaît la formule, le reste était quand même assez simple. C'est la calculatrice qui a tout fait. Et puis bon, la partie sur l'arbre, donc il y avait juste une probabilité à calculer. C'était pas très difficile. Voilà, donc on peut peut-être en refaire un autre. Je vais vous envoyer sur le groupe le deuxième exercice que nous allons faire en probabilité avant de commencer la géométrie dans l'espace. Bon courage!